Merci, bonjour. Et je voudrais vous présenter le rapport consacré à la collection de Lamoignon. Ça, c'est consacré aux documents de cette collection et surtout au sujet de l'occupation de la Corse par la France 1553-1559 pendant cette guerre qu'elle était en Corse entre la France et Gênes. Et je voudrais parler de ces documents parce que les archives d'État des actes anciens gardent de nombreux fonds d'origine publique et privée antérieure à la Révolution de 1917. Et moi, je vais vous parler d'un fonds privé connu sous le nom de la collection de Lamoignon et il s'agit d'une partie des archives de Jean Duthier, sieur de Beauregard, un des secrétaires d'État du roi Henri II, et ces archives ne sont pas entièrement conservées complètement. Il y avait 4 parties de cette collection appartenaient à différents collectionneurs, parmi lesquels il y avait 4 parties de cette. Il y avait, Guillaume de Lamoignon, 1617-1677. Premier président du Parlement de Paris, donc vous connaissez très bien qu'il était grand collectionneur de manuscrits et de livres. Et la collection de Lamoignon est la plus grande parmi les autres parties des archives de Jean Duthier, de sieur de Beauregard. Et nous avons une autre partie de cette collection qui appartenait au publicateur des documents du XVIIe siècle, Michel Ribier, que vous connaissez aussi bien, et qu'il a publié son œuvre Lettres et mémoires d'état des rois, princes, ambassadeurs sous les règnes de François Ier, Henri II, François II. C'est Paris, 1666. D'autres fragments des archives de Jean Duthier appartenaient aux différents collectionneurs, par exemple Roger Guenière, et maintenant il est à présent à la Bibliothèque nationale de Paris qui les garde. Et la question pourquoi la collection de Lamoignon se trouve à Moscou, ça c'est une histoire assez compliquée et assez intéressante parce qu'on suppose qu'on a acheté cette collection à Paris en 1791 par le ministre plénipotentiaire Pierre Dubrovsky. À ce moment-là, il était à l'ambassade de Russie à Paris et il était riche et il s'intéressait aux manuscrits, aux différentes collections et probablement qu'il a acheté une partie de la collection de Lamoignon. Et puis après peut-être qu'il est revenu en Russie en 1793 et il a porté cette collection à Saint-Pétersbourg et il a offert au comte Paul Stroganov. Ça, c'était aussi une personne très connue en Russie au XVIIIe siècle, très riche, un grand collectionneur, noble, voilà. Mais plus tard, cette collection a été complètement oubliée. Elle était dans la propriété de la famille Stroganov pendant 2 siècles, que personne ne savait qu'est-ce que c'était, où est cette partie de la collection de Lamoignon.
Et seulement après la Révolution 1917, ces archives ont été nationalisées et en 1929, la collection a été transférée dans le dépôt des archives anciennes à Moscou et fait actuellement partie du fonds Stroganov, fonds privé, parce que les nobles, en général, il y avait des collections, non seulement des collections des documents, des manuscrits anciens, mais aussi des documents qui étaient liés avec leur famille. Et après, pendant la description des documents des archives de Stroganov, on a créé un fonds autonome des documents de Lamoignon, parce qu'on a ouvert ces documents et on a créé ce fonds autonome. Et maintenant, cette collection se trouve aux archives des actes anciens, aux archives nationales à Moscou, et ça c'est le fonds autonome et très précieux à mon avis. Bon, mais l'étude de cette collection a commencé seulement dans les années 60 du XXe siècle. C'était la professeure Ariadna Lyublinskaya qui a pour la première fois édité les documents de cette collection. Pourquoi si tard? Mais peut-être qu'il y avait d'autres problèmes, il y avait d'autres sujets pour étudier les autres documents des fonds des archives. Et à cette époque aussi, le spécialiste de l'histoire de France du 15e, 17e siècle, M. Vladimir Malov, qui étudiait l'histoire des origines de la collection et faisait la description de ces documents, et il a publié un article à la bibliothèque de l'école des Chartes dans une revue. Ça c'est les archives d'un secrétaire d'État de Henri II retrouvées à Moscou. Ça a été en 1977 et vous pouvez vous consulter ce revue. Et puis un de ces articles aussi a été publié en Russie, et puis plus tard, aux années 90, il a édité le premier volume de l'inventaire des documents de la collection à Moscou. Attendez, je vais vous montrer. Ça c'est... Voilà, ça c'est une publication de M. Vladimir Malov. Je vais vous montrer un autre. Voilà, et ça c'est qu'un premier volume. On a pensé qu'on va éditer encore 3 volumes, mais il n'y a pas maintenant des finances pour continuer cette édition assez précieuse. Voilà, est-ce que vous voyez? Oui, ça marche, ça va. Bon, et je vais vous montrer aussi une autre. Voilà comment ça on peut se voir, mais c'est en russe, en cyrillique, mais il a fait une description dossier par dossier. Et c'est vraiment très utile pour les autres personnes qui vont s'intéresser à la collection. Mais ça, c'est seulement qu'un premier volume.
j'ai aussi un livre. Si quelqu'un s'intéresse, voilà, vous pouvez aussi regarder ce livre. C'est comme ça. Et puis, un historien français dont vous connaissez très bien, professeur Michel Antoine, travaillait avec les documents de la collection de Lamoignon dans les années 90 du XXe siècle. Il a visité Moscou pour faire connaissance avec cette collection aux archives, et il a aussi publié un article, donc vous pouvez aussi vous voir dans votre bibliothèque. Et maintenant, je voudrais dire que la collection de Lamoignon représente un ensemble de documents reliés sous forme de livres. Actuellement, la collection compte 66 volumes avec 8200 documents et fait partie des archives de Jean Duthiers, seigneur de Beauregard, un des 4 secrétaires d'État de Henri II, roi de France. D'après la prescription datée du 1er avril 1547, du premier jour du règne de Henri II, Jean Duthiers fut chargé de la correspondance entre l'Italie, Rome, Venise, Piémont et les provinces françaises du sud-est, le Lyonnais, le Dauphiné et d'autres. Et les spécialistes de la collection de Lamoignon précisent que Jean Duthiers fut aussi chargé de la correspondance avec l'administration française en Corse. En ce qui concerne les documents de la collection, ceux-ci étaient pour la plupart envoyés au nom du roi, au connétable Anne de Montmorency, Premier ministre dirigeant les travaux de tous les secrétaires d'État. Et pourtant, quand Montmorency fut emprisonné après la défaite imposée à son armée par les Espagnols à Saint-Quentin le 10 août 1557, le gouvernement fut dirigé par les frères de Guise, le duc François de Guise et Charles de Lorraine. Avant son retour de l'emprisonnement en 1558, les lettres adressées au duc de Guise remplacent dans cette collection les documents qui étaient auparavant adressés à Montmorency. Mais en ce qui concerne l'histoire de la Corse, on peut dire que l'ensemble de ces archives comprend la période de 1553 à 1559, près de 250 documents. Il est écrit en moyen français et en italien, et la plupart d'entre eux sont des originaux signés ou des copies certifiées qui se trouvent dans divers volumes. Et premièrement, il faut souligner que dans cette collection, il y a des lettres de Henri II. Nous en avons 3 au commandant des troupes françaises en Corse et au gouverneur de l'île, au maréchal Paul de Termes et au lieutenant général gouverneur de l'île de Corse, Giordano Orsini. Ce sont les lettres uniques dans cette collection. Et ces lettres n'existent pas dans la publication de Michel Ribier du XVIIe siècle. Et là, si on peut parler de ces lettres, la première lettre a été envoyée par Henri II à Paul de Termes, maréchal, le 2 octobre 1553, lorsqu'il était le gouverneur de la Corse. Et les 2 autres ont été adressés à Giordano Orsini, en ce moment lieutenant général, et datés de l'août 1556
et un autre du 28 juin 1758. Dans ces lettres, Henri II analysait la situation en Corse pendant la guerre et surtout dans sa lettre à Paul de Terme, il croyait que cette situation était dangereuse et il conseillait d'être prudent, mais il était de l'avis qu'il fallait occuper l'île. Et dans ces lettres, il faisait aussi une attention au ravitaillement matériel et au financement des troupes pendant les hostilités militaires. Ces lettres sont des copies, il n'y a pas de signature du roi et elles sont écrites par Jean Duthier, sieur de Beauregard. Le deuxième groupe de ces documents corses représente des lettres des administrateurs français qui faisaient leur service en Corse. C'est la plus grande partie de ces documents. La première lettre datant du 28 mars 1753 et la dernière lettre du 21 octobre 1759. Le groupe de documents embrasse toute la période de la guerre. Il est à noter que chacun des administrateurs français, des fonctionnaires français, envoyait toujours 2 exemplaires de lettres du même contenu à différents destinataires. L'une pour le roi, Henri II, et l'autre pour quelqu'un parmi le duc François Guise ou connétable Anne de Montmorency ou cardinal de Lorraine Charles de Guise. Les lettres des Français en Corse aux personnes citées ci-dessus étaient très détaillées où ils faisaient une attention aux détails de la vie quotidienne sur l'île et aux relations entre les administrateurs français et les Corses. La plus grande partie des documents constitue les lettres de l'administration française au roi de France et aux conseillers du roi. Les autres des lettres sont le commandant des troupes françaises en Corse et le gouverneur de l'île Paul de Terme, le lieutenant général de l'île de Corse Giordano Orsini et l'intendant des finances Michel Ribier, l'intendant de la justice Pierre Panisse et le colonel Sampero Corso. Ça, c'est aussi une personne très connue en Corse. Et puis, il y avait les évêques de Corse et le gouverneur de la ville Bonifacio de la Mole et d'autres. Il y avait plusieurs de personnes et j'ai noté seulement les plus importants. Paul de Terme, Giordano Orsini, Michel Ribier, c'était le petit-fils le grand-père de Michel Ribier, d'un publicateur du XVIIe siècle, et puis Pierre Panisse aussi, une personne très connue à cette époque. Je voudrais marquer aussi le troisième groupe constitue les lettres de Sampero Corso. Ça, c'est aussi assez intéressant parce que du 23 mai 1749 au 17 novembre 1567, il a envoyé des lettres. Et ça, c'est vraiment un personnage de légende. Et il est devenu très connu pendant la guerre entre la France et Gênes de 1553 à 1559. Et il était obsédé de l'idée de l'indépendance de son pays
Et dans la collection de Lamoignon, il y a 14 lettres de Saint-Père Corse à différentes personnes. Il a envoyé 5 lettres à Henri II, 7 lettres au connétable Anne de Montmorency, puis 2 lettres au secrétaire du roi de France, Jean Duthier, et c'est-à-dire qu'il voulait être au centre de ces événements. Et je voudrais noter que toutes les lettres de Saint-Père Corse étaient écrites en italien. Le 4e groupe, ça c'est une correspondance entre les administrateurs et les militaires qui faisaient leur service en Corse et prenaient part aux affaires de l'île pendant cette guerre. Par exemple, une lettre du gouverneur de Bonifacieux de la Mole au lieutenant général français en Corse, Giordano Orsini, ou par exemple une lettre du général français Paul de Terme au baron, commandant de la flotte Méditerranée française, Antoine Escalante de la Garde, aussi un personnage très légendaire, et puis une lettre de Paul de Terme au maréchal de France et au lieutenant général du roi à Sienne, Pietro Strozzi, et d'autres. Je ne peux pas vous parler de toutes ces personnes, mais ce sont des personnes les plus importantes. Puis, on peut noter aussi 8 inscriptions de Paul de Terme et Giordano Orsini à leur secrétaire quand ils venaient à la cour à Paris. Aussi, il faut dire que dans la correspondance de Jean Duthier, il y a des lettres à Paul de Terme, à Giordano Orsini, Pierre Panis, de la Mole, Saint-Père Corse et d'autres administrateurs en Corse. Et encore, il faut aussi signaler des documents particuliers. Ce sont l'inventaire des finances rédigé par M. Rébier et envoyé en Corse en 1554. Les résolutions du duc de Guise à propos des affaires de Corse, c'est fait en 1558. Puis le statut de la restitution de Corse à Gênes par la France à Saint-Florent, c'est à 5 septembre 1559. C'est-à-dire que dans la collection, il y a des documents qui nous permettent d'étudier des événements et les épisodes de la guerre 1553 à 1559 entre la France et Gênes pour la possession de la Corse. Et après avoir étudié les documents de la collection de Lamoignon sur l'histoire de la guerre en Corse, on peut noter que le personnage principal de cette guerre était quand même Giordano Orsini. En français, c'est Jourdan Ursan. Il a manifestement joué un rôle important dans la guerre entre la France et Gênes. Et pour la première fois, son nom est cité dans la collection de Lamoignon en juillet 1553. Et quand il écrit personnellement et régulièrement à Henri II, à partir du début de la guerre jusqu'à la fin de cette guerre. Et après l'assassinat de Henri II, il écrivit des lettres à François II, son successeur. Et je voudrais noter que la première lettre de Giordano Orsini, Henri II, fut envoyée le 8 septembre 1555 et la dernière peu avant son meurtre le 18 juin 1559. C'est-à-dire qu'à la fin de la guerre, aussi, il a envoyé 4 lettres à François II.
Aussi, un autre correspondant d'Henri II était Michel Ribier, le commissaire français en Corse, le grand-père de l'érudit de Guillaume Ribier, Michel Ribier, qui a publié au XVIIe siècle des documents de la collection de Lamoignon. À cette époque, il était l'intendant des finances de la Corse et il envoyait aussi régulièrement les comptes rendus de la situation financière et de la situation générale sur l'île. Sa première lettre date du 19 août 1555 et sa dernière lettre date du 8 avril 1559. Au milieu de la guerre, il y avait des autres personnes qui écrivaient des lettres à Henri II. Parmi eux était le premier président du Parlement à Montpellier, l'intendant de la justice et garde des Sceaux en Corse, Pierre Panisse. Il écrivit quelques lettres à Henri II à partir de 1557 et jusqu'à 1559. Et le duc François de Guise écrivit aussi 2 lettres à Henri II en mars et en avril 1558. Ainsi, les documents sur l'histoire de la Corse qui se gardent dans la collection de Lamoignon comprennent les renseignements sur l'administration de l'île pendant la guerre, les tentatives et le désir des Français d'établir son système juridique et en même temps garder les traditions corses. Ces documents témoignent des relations entre les administrateurs français et les nobles corses et nous pouvons savoir comment on payait un salaire aux soldats, quels étaient les prix pour les vivres et les munitions, etc. Et ces lettres ne sont pas très longues, c'est 3 pages laconiques, mais dans chaque lettre, l'auteur non seulement parlait de la situation en Corse, mais demande au roi ou au connétable ou au cardinal de ne pas l'oublier et le recommander pour un service suivant au roi. Et en conclusion, je voudrais dire que les documents s'écrivaient en moyen français et en italien.